Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1, les titres de ce jeudi 16 novembre. Environ 1800 agents journaliers vont intégrer la fonction publique et puis de nouvelles dispositions sont en cours pour faire passer le nombre d'avions de Air Côte d'Ivoire à 11. Ces informations ressortent du Conseil des ministres de ce jour. Le vice-président ivoirien lance les travaux du 4e forum des présidents des conseils économiques et sociaux de l'Union européenne et de l'Union africaine. Les débats portent entre autres sur les innovations dans les domaines de l'agriculture et de l'innovation. Ouverture demain de la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. L'innovation et la modernisation sont au centre de ce nouveau Sahara qui va réunir les acteurs du monde entier. Et puis, situation toujours confuse à Harare au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe est toujours assigné à résidence. La communauté internationale multiplie les appels au respect de l'ordre constitutionnel. Bienvenue dans le 20h. Conseil des ministres ce jeudi 16 novembre. Il en ressort qu'environ 1800 agents journaliers vont intégrer la fonction publique par voie de concours exceptionnel. Le Conseil a également informé qu'avec les nouvelles dispositions en cours, le nombre d'avions de Air Côte d'Ivoire va passer à 11. Jérôme Kofi Aboula. Dans sa flotte, Air Côte d'Ivoire va désormais disposer de 11 avions. C'est la résultante de 2 accords de prêt conclus d'une part entre la Banque africaine de développement, BAD, et la Côte d'Ivoire, et de l'autre entre le Fonds africain de développement, FAD, et l'État ivoirien. Des projets de décret portant ratification de ces accords ont été pris ce jeudi en Conseil des ministres. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire a 10 avions, dont 4 en propre, c'est-à-dire que tous les autres sont en location. À l'issue donc de ce projet de financement, Air Côte d'Ivoire possédera 9 avions, donc aura en propriété 9 avions et 2 en leasing, donc aura en tout 11 avions. Donc une flotte suffisante pour aller vers l'objectif de rentabilisation de cette compagnie. Ce programme a également pour objectif de promouvoir l'intégration sous-régionale à travers le développement du secteur de l'aviation, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au niveau sous-régional. Il permettra de renforcer les capacités de desserte d'Air Côte d'Ivoire par l'acquisition de 5 aéronefs, de favoriser l'investissement dans le secteur privé et de stimuler corrélativement la création d'emplois et le développement du tourisme. Autres informations importantes rendues publiques au cours de ce conseil, il s'agit de l'insertion de plus de 3000 jeunes dans le secteur avicole en vue de la lutte contre le chômage et l'intégration d'agents journaliers à la fonction publique par voie de concours exceptionnel. Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement à l'occasion du dialogue social, le Conseil a décidé de régler définitivement la question de l'intégration des agents journaliers à la fonction publique à travers le recrutement de l'ensemble de ces agents, évalué aujourd'hui à environ 1800 personnes. Il sera ainsi procédé à l'organisation de 2 concours exceptionnels. Le premier, pour le recrutement de 900 agents, aura lieu avant la fin de cette année 2017. Et le deuxième concours, pour là aussi le recrutement de 900 agents, sera organisé en 2018. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le Conseil a adopté une communication relative au projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole. Ce projet vise principalement la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, vise également la professionnalisation du secteur avicole et vise la lutte contre le chômage des jeunes et l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, le Conseil, pour ce qui est du conflit foncier dans la région du Cavali, s'est félicité de la stabilisation de la situation, n'empêche toutefois que certaines mesures soient prises, notamment l'expulsion des occupants. Ce que nous pouvons juste ajouter, c'est les démarches qui ont été effectuées depuis le début de ce conflit, et notamment l'accentuation des actions de conciliation, de sensibilisation, actions conduites par les autorités administratives, les élus, cadres
des régions concernées, donc du Guémont, du Cavali et du Grand Centre. Le gouvernement, pour sa part, a dépêché sur place plusieurs missions en vue d'apporter assistance aux victimes à travers la distribution de dons en vivres et en non-vivres. Le Conseil a tenu à réaffirmer le fait que la forêt du Gouendébé reste une forêt classée et demeure donc la propriété de l'État de Côte d'Ivoire et qu'à ce jour, il n'est pas prévu de plan de déclassement de cette forêt. Une fois cela dit, le Conseil arrête les mesures suivantes dont le coût a été évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Il s'agit de l'expulsion des occupants des emprises de toutes les forêts classées de notre pays, spécialement celle du Gouendébé. Il s'agit de la mise en œuvre immédiate, avec le concours de l'ONG IDH, d'une opération d'identification et de recensement des occupants de la forêt classée de Gouendébé, avec la levée des occupations. Du renforcement et du déploiement des forces de défense et de sécurité dans la région du Cavali. Ces forces seront portées à 1000 éléments, donc pour une première durée de 3 mois. Il s'agit de la conduite, ensuite d'une vaste opération de désarmement et de sécurisation dans la région du Cavali. Et enfin, il s'agit de la poursuite des enquêtes sur les faits de criminalité qui ont été enregistrés jusqu'à maintenant. Enquêtes qui, je le précise, ont déjà donné lieu à cette arrestation. Comme chaque fois à l'issue de sa session, le Conseil a pris un nouveau rendez-vous. Il se tiendra, sauf cas de force majeure, le mercredi 22 novembre 2017. Les présidents des conseils économiques et sociaux de l'Union européenne et de l'Union africaine sont en conclave à Abidjan. Ce forum, le 4e du genre, vise à formuler des propositions de réforme et d'approfondissement du partenariat Afrique-Union européenne. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a procédé aujourd'hui au lancement des travaux. Michel Digré. C'est un forum qui confirme la volonté des acteurs socio-économiques européens et africains de contribuer au renforcement du partenariat Afrique-Union européenne. Ces assises qui nous réunissent offrent un moment privilégié permettant d'adresser des questions cruciales qui se posent à nos États. Ces préoccupations se regroupent autour de 4 grandes thématiques qui feront l'objet de réflexions et d'échanges au cours de nos travaux. Il s'agit de la contribution des acteurs économiques et sociaux dans le futur des relations Afrique-Union européenne, des possibles innovations de l'agriculture et du secteur agroalimentaire en vue de transformer l'Afrique, de l'éducation et du renforcement des compétences des jeunes et enfin des stratégies pour soutenir le développement des économies vertes. Des réflexions qui, selon l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, doivent se faire sans faux fuyant. Le rôle des comités économiques et sociaux constitue effectivement une instance centrale au cœur des préoccupations et des priorités de la société. Vous avez pour mission de relayer ces préoccupations et ces priorités sans tabou et avec une totale transparence. Ouvrant les travaux, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a plaidé pour une coopération plus accrue entre l'Union européenne et l'Afrique. L'Union européenne doit mettre en œuvre, pour demeurer un partenaire de premier plan de l'Afrique, reconnu aujourd'hui comme une nouvelle frontière de développement. Donc l'Europe doit pouvoir apporter dans son concours pour demeurer un acteur de premier plan du développement de l'Afrique. Car le continent africain s'ouvre de plus en plus à de nouveaux partenaires qui y trouvent de multiples intérêts, notamment au plan économique. À l'issue du forum, une déclaration conjointe des acteurs socio-économiques africains et européens sera produite et présentée au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra fin novembre à Abidjan. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan s'ouvre demain vendredi. Au cœur de cette édition 2017, l'innovation et la modernisation. Noël Niayo. Le SARA, Salon international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Après la renaissance de 2015, voici le SARA de l'innovation.
Le Sahara 2017 innove. D'abord par le thème. Le thème du Sahara dit que le climat change, l'agriculture ivoirienne innove. Ensuite, nous avons maintenant un pôle innovation. Dans le pôle innovation, nous voulons que toutes les startups, tous ceux qui ont mis au point des technologies qui méritent d'être diffusées, puissent venir les présenter. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. Pour cette innovation, il faut un nouveau type d'agriculteur. Désormais, l'agriculteur devrait être celui qui regarde ce qui se passe aussi bien en aval qu'en amont de lui. Il faut qu'il regarde au niveau de l'amont ce qui se passe au niveau de la recherche. Qu'il dise aux chercheurs quels sont ses besoins et que le chercheur sache quels sont les besoins de l'agriculteur. En aval, il faut que l'agriculteur sache ce qui se passe sur le marché. Quelles sont les attentes du consommateur. Voilà l'agriculture du futur que nous voulons bâtir à partir de Sahara 2017. Cet agriculteur-là doit être tourné vers la sous-région pour aider à la construction d'une agriculture intégratrice. Nous sommes convaincus que nous avons à apprendre des autres pays de la sous-région comme ils ont à apprendre de nous. Nous sommes convaincus que nous pouvons améliorer le volume des échanges entre nos États. Si nous voulons passer à la CEDEAO des peuples, il ne suffit pas seulement de mettre des autoroutes et des chemins de fer. Encore faudrait-il que ces peuples les empruntent. C'est pour cela que nous mettons des plateformes comme celle-là qui vont permettre à ces peuples-là d'emprunter les voies ferrées et les autoroutes qui vont lier désormais les capitales de la sous-région. Une dizaine de jours sera consacrée à la construction de ce pont entre les peuples de la sous-région avec comme fertilisant l'agriculture. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole a initié des travaux de recherche. Il s'agit d'améliorer la productivité de la filière coton à travers le CNRA, avec notamment la mise en place de nouveaux itinéraires techniques et la fabrication d'engrais. Francis Boifo. 3 ans après, les projets de recherche initiés par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRICA pour relancer la filière coton donnent des résultats. Les ressources génétiques qui avaient été totalement détruites ont été reconstituées, mais cette fois-ci, pour éviter les mêmes erreurs, cette banque a été dupliquée. Les programmes de protection du cotonnier contre les nuisibles émergents ont été également affinés. Nous avons pu également mettre au point des formules d'engrais adaptées aux zones agroécologiques du pays. Premier bénéficiaire de ces travaux, conduits par le Centre national de recherche agronomique CNRA, les producteurs de coton. On avait un problème de fusariose, variole, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que toutes ces questions ont été bien traitées au niveau du CNRA. Les semences que nous on a eues, il y a une amélioration. En tout cas, ça donnait plus que pour les autres années qui sont passées. Des avancées qui se traduisent déjà par l'augmentation de la production nationale. De 310 000 tonnes la campagne précédente, elle est passée à 320 000 tonnes la campagne 2016-2017. Pour mieux vulgariser les résultats de recherche, dont le but est d'augmenter la productivité de la filière coton, le FIRCA a organisé cet atelier à l'attention de l'ensemble des acteurs à Bassam. 21e journée nationale de la paix hier mercredi. L'Institut africain de développement et de stratégie a planché sur la paix et la démocratie dans le monde. L'occasion de faire un plaidoyer pour le renforcement de la démocratie et de la paix en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Démocratie et paix dans le monde. Quelle cohabitation? C'est le thème au cœur du petit déjeuner débat organisé par l'Institut africain de développement et de stratégie. Il s'agissait pour les initiateurs de créer entre les citoyens une tradition de débat autour de la problématique de la paix par la démocratie ou de la démocratie par la paix en Côte d'Ivoire. À cette occasion, le conférencier Nyamien Yao, président de l'Institut africain de développement et de stratégie, a préconisé l'adaptation du concept de la démocratie aux réalités de chaque pays. Il faut que la démocratie en Côte d'Ivoire tienne compte de nos réalités, de notre culture, de notre géographie, de notre histoire, et que ce faisant, il y a un cadre de référence au niveau mondial qui est l'agenda 2030, qui est l'agenda 2063 de l'Union africaine et qui est le plan d'action d'Addis Abeba.
dans la recherche d'un équilibre viable entre la nécessité de paix par le développement et de la démocratie par la paix, le professeur Alphonse Vosaï souhaite un élargissement du débat. On ne peut pas dissocier la question de la démocratie de celle d'autres sujets. Il est bon, lorsqu'on parle de paix et de démocratie, de songer en même temps à intégrer à la réflexion toutes ces questions-là. Le professeur Maurice Kakigikawi a rendu un hommage au père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, pour les valeurs de paix qu'il a prônées. Aussi a-t-il salué l'instauration de cette journée en 1996 par le président Henri Konan Bédié, chose qui témoigne de l'attachement de la Côte d'Ivoire à la paix. La paix se situe dans la lignée des grands hommes du monde entier qui sont considérés à juste titre comme des artisans de paix. Les échanges au cours de ce rendez-vous dédié à la paix étaient ouverts à la société civile, au secteur privé et au monde diplomatique. À la faveur de cette journée de la paix, le RPP a animé une conférence de presse. La célébration de la Journée nationale de la paix a été l'occasion pour le président du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage d'échanger avec les hommes de médias. Un entretien porté sur la proposition de son parti politique pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Pour Ouattara Nyonzie, la paix en Côte d'Ivoire se décline essentiellement en 3 points. Premier point, la sécurité. Deuxième point, les dispositions pour des élections libres et transparentes en 2020. Et troisièmement, la réconciliation nationale. Pour Ouattara Nyonzie, la question des conflits fonciers et l'orpaillage clandestin constitue une véritable menace pour la paix en Côte d'Ivoire. Les conflits fonciers sont devenus si fréquents et réguliers avec leur cortège de violence. Au problème du foncier, il ne faut pas perdre de vue ce qui relève de l'exploitation artisanale des mines, qui prennent aussi des proportions de plus en plus inquiétantes sur l'ensemble du territoire, mais en particulier dans les régions de l'ouest encore et au nord. Le président du RPP s'est apaisanti également sur la proposition pour la réussite du processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. La paix ne va pas sans le dialogue. Le dialogue, c'est l'instrument qui sert à conquérir la paix, à maintenir la paix. Ces moments d'échange avec les journalistes ont permis à Ouattara Nyonzie de parler de sa prochaine tournée de mobilisation qu'il compte effectuer sur le territoire national. Une tournée qui lui permettra de prôner les valeurs fouettistes axées sur le dialogue et la paix. La Fédération pour la paix universelle appelle à la paix au sein des familles. Une conférence a été dite dans le but d'inculquer cette notion de paix à la famille, le socle de toute paix sociale durable. Cita Soro. La paix part d'un individu pour atteindre la famille, puis la nation. Toute famille doit être artisan de paix afin de garantir une paix universelle. Ce sont ces notions qu'a voulu partager la Fédération pour la paix universelle en organisant une conférence en cette célébration de la Journée nationale de la paix. Le thème choisi est « La famille, la clé de la sécurité et de la paix ». Nous avons choisi de parler de ce thème, mais centré sur la famille. Parce que tout individu, quel qu'il soit, vient d'une famille. Alors, c'est la famille qui doit maîtriser, n'est-ce pas, l'environnement éducationnel des enfants afin qu'ils soient des citoyens responsables. Et donc, pour nous, la solution à la sécurité, c'est la famille. Le conférencier n'a pas manqué d'appeler chacun à œuvrer autour des 5 valeurs universelles de la paix, notamment reconnaître que l'humanité est une famille, agir en consultant sa conscience, vivre pour les autres et travailler en synergie avec les autres. Des valeurs que devront désormais véhiculer les 15 personnalités qui ont été distinguées ambassadeurs de la paix à cette occasion. Nous allons commencer maintenant à tisser les relations. Il faut que la famille qui nous entoure, le village qui nous entoure, puisse prôner la paix. Nous devons maintenant travailler dans la réconciliation, travailler pour la paix, travailler de faire en sorte que chaque Ivoirien, dans chaque commune, la paix soit donc cet ingrédient qui ne doit pas manquer. La cérémonie a pris fin par des dons au centre de santé d'Abidjan Santé dans la commune d'Atekoubé. Des dons composés de matériel d'entretien et de kits pour nourrissons.
Les régions du Grand-Togo et du Bunkani entendent rendre hommage le 25 novembre prochain, un grand hommage aux actions de développement du gouvernement ivoirien dans leurs différentes localités. Elles se sont réunies pour préparer l'événement. Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Ce 25 novembre, les populations du Zanzan rendront hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. Pour gagner le pari de la mobilisation, élus et cadres battent le rappel des troupes. Cette journée de reconnaissance doit voir la participation de tous les fils et de toutes les filles des régions du Boukani et du Gontougou. C'est une cérémonie que nous voulons grandiose, une cérémonie qui unit l'ensemble des fils et des filles du Zanzan. La date que nous avons retenue, c'est le 25 novembre. Les frères et sœurs de Bondoukou ont accepté que cette cérémonie se tienne à Bouna et nous avons demandé à tous nos frères, à toutes nos sœurs du district du Zanzan, partout où ils sont, de faire mouvement ce jour-là vers Bouna. C'est une rencontre qui n'exclut personne. Vous avez vu que tous nos doyens sont à nos côtés. Il y a le ministre Essi Amara, le ministre Yaya Ouattara et d'autres ministres empêchés mais qui suivront. C'est dire que nous sommes dans cette ambiance de mobilisation. La cérémonie d'hommage se déroulera à Bouna. La ministre Niale Kaba appelle à une mobilisation exceptionnelle pour réserver un accueil mémorable à ses hôtes de premier rang. La toute première édition du carnaval de Niakara-Madougou a pris fin. Pendant 7 jours, le patrimoine culturel Tagbana a été présenté au grand public. Les danses en voie de disparition, l'art culinaire et la fabrication du tchapalo, la bière locale, ont marqué ce rendez-vous culturel. Soro Corona et Kader Sogodogo. Venons à Niakara pour découvrir le peuple Tagbana. Slogan de la première édition du carnaval de Niakara. Cette foire culturelle, artistique, gastronomique et touristique a permis au peuple Tagbana de promouvoir et valoriser son riche patrimoine culturel. Pendant 7 jours, la culture Tagbana a été visitée dans tous ses compartiments. Des danses en disparition, au rythme initiatique en pays Tagbana, en passant par le tam-tam parleur. La diversité culturelle de la région du Hambol a été présentée au grand public. La cérémonie de clôture du carnaval de Niakara a vu la présence du ministre Bruno Nabagné-Koné, parrain de cette première édition. Le commissaire général a salué la volonté du peuple Tagbana à promouvoir son riche patrimoine culturel jusque-là méconnu. La leçon que nous pouvons tirer de ce carnaval, c'est d'avoir donné du baume au cœur des populations. C'est d'avoir permis cette communion parfaite des populations. Le parrain a salué cette initiative qui va sauvegarder la culture du peuple Tagbana. Bruno Nabagné-Koné a exhorté les filles et fils de la région du Hambol à se mobiliser autour de ce carnaval. Le ministre a invité le peuple Tagbana à l'union. Ce festival fait également la promotion de la culture de notre grand groupe Sénofo. Si vous voulez être fort, si vous voulez attirer le développement vers votre région, vers votre département, vous cadres, vous avez le devoir de vous entendre. Au cours de ce rassemblement culturel, les populations ont été sensibilisées à l'abandon de l'excision, une pratique encore présente dans la région. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine en vue de la 2e édition du carnaval de Niakara. Abidjan City Club, la nouvelle série événement qui sera bientôt coproduite par la RTI. Le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne et ses partenaires ont présenté cette série de 26 minutes. Le tournage démarre en 2018. Serge Coléa. Isaac de Bancolé, acteur ivoirien mondialement reconnu. Philippe Lacotte, réalisateur franco-ivoirien du film Ron, et Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, sur un même plateau. Objectif, dévoiler le synopsis de la future série événement à voir sur les antennes de la RTI. Abidjan City Club, c'est l'histoire de Fanta, une gamine de Trècheville. Son rêve, devenir championne du taekwondo. 13 épisodes de 26 minutes qui seront déclinés à l'international en 6 épisodes de 52 minutes. Voilà, donc c'est une première saison. On va lancer un casting et on va inviter beaucoup de jeunes acteurs. Acteur de cette série de 26 minutes, Isaac de Bancolé s'apprête déjà à vivre une belle expérience. L'essence même du projet à partir de ce petit synopsis, ça m'a fait rêver
C'est quelque chose que j'avais peut-être fait dans 24 heures chrono, où j'étais dans 8 épisodes de la saison 7. Mais commencer à partir de scratch, c'est-à-dire à partir d'une idée, à partir de 5 lignes, c'est avoir non seulement la confiance des bailleurs de fonds, mais c'est aussi avoir la confiance des acteurs, du réalisateur. Partenaire diffuseur et financier, la RTI accompagne le développement de cette série. Le tournage débute en 2018. Isaac de Bancolé et Philippe Lacotte sont deux des talents avérés de l'audiovisuel et du cinéma ivoirien. Et une partie de notre rôle, c'est aussi d'accompagner ces talents sur leur projet. Donc nous sommes doublement satisfaits. Le projet est très intéressant et les partenaires que nous avons autour de cette coproduction sont vraiment de premier plan. Depuis 2014, la RTI développe une stratégie de création et de distribution de fiction ivoirienne originale pour soutenir le développement d'une industrie locale à travers RTI Distribution. C'est la fin de la première édition du Festival électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Il a réuni pendant 2 jours les amateurs et les professionnels du secteur. C'est une rencontre tournée vers la promotion des jeux vidéo sur le continent africain. David Soyo, Herman Guivé. Des salles du Palais de la Culture transformées en salles de jeux vidéo géantes. Des jeunes manettes en main, concentrés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour battre des records. Bienvenue à la première édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, le FEJA. Ce festival, initié par Paradise Games, vise à créer une saine émulation autour des jeux vidéo en Afrique. 3 catégories ont été retenues pour cette compétition, FIFA, Street Fighter et Naruto. Les premiers de chaque discipline ont reçu un trophée. Morel Alou, vainqueur de la catégorie FIFA, en plus du trophée, est reparti avec une somme de 3 millions de francs CFA. Quant à Gilles Christ Boca, lauréat de la catégorie Street Fighter, a lui reçu 1 500 000 francs CFA. Enoch Fan, le meilleur de la catégorie Naruto, lui a reçu la somme de 500 000 francs CFA. Heureux sont les vainqueurs, mais plus heureux encore sont les organisateurs. Pour nous, l'enjeu était vraiment de drainer du monde pour montrer aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger que le jeu vidéo en Afrique, c'est possible. Effectivement, il y a beaucoup d'enjeux derrière le jeu vidéo. Il y a la possibilité d'avoir de l'emploi et de faire de grandes choses. Au total, ce sont plus de 8 millions de francs CFA qui ont été remis aux différents lauréats. Les festivaliers venus de plusieurs pays africains ont pu découvrir les métiers des jeux vidéo grâce aux professionnels du secteur comme Emmanuel Yao, cadre de Ubisoft, et aux participants locaux et internationaux. Le Festival de l'électronique et des jeux vidéo d'Abidjan, le FEJA, se veut un rendez-vous annuel entre amateurs et professionnels des jeux vidéo en Afrique. Le ministre de l'Industrie et des Mines a installé le comité de développement local minier pour la mine manganèse de Korogo et de Dikodougou. Son rôle, élaborer une politique de développement local auprès des populations impactées par les activités de la mine. COP 23 en Allemagne, la Côte d'Ivoire expose ce jeudi ses engagements en matière de protection et de reconstitution du couvert forestier. Le ministre ivoirien de la Salubrité a insisté sur la volonté du gouvernement de tenir ses promesses. Grace Kando. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans le mécanisme international RED+ depuis 2011 afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et de restaurer son couvert forestier fortement dégradé. La Côte d'Ivoire a perdu près de 90% de ses forêts naturelles. De 16 millions d'hectares dans les années 60, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de moins de 3 millions d'hectares de forêts. Le gouvernement ivoirien veut atteindre un taux de couverture forestière d'au moins 20% du territoire national d'ici à 2020. Pour atteindre cet objectif, une stratégie nationale a été élaborée par les parties prenantes. Elle a été présentée au cours des travaux de la COP 23. Le mécanisme RED+ apparaît donc comme cet outil-là, cet instrument qui sera donc au service de tous les ministères concernés par l'exploitation de la forêt. La politique qui va être développée va permettre de catégoriser en 3 parties donc, ces forêts. Ce qui nous permettra de faire progressivement pour une partie sortir les populations de ces forêts en les relocalisant sur une partie de ces forêts où elles pourront pratiquer une agriculture associée à
la foresterie, donc une agriculture intensive et non extensive. Des stratégies qui ont pour objectif de mettre en place une chaîne de valeur durable pour l'énergie de cuisson. Gestion durable des forêts, conservation des aires protégées et des forêts sacrées, restauration des forêts et des terres dégradées sont entre autres options envisagées par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable pour lutter efficacement. Plus d'1 million d'Ivoiriens vivent hors de la Côte d'Ivoire, dont plusieurs milliers sont en situation irrégulière. Des réflexions sont en cours afin d'améliorer l'assistance et la réintégration de potentiels candidats au retour au pays. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, les partenaires, l'Union européenne et d'autres organisations internationales se sont réunis pour parler de ce sujet sensible. Les migrants en situation irrégulière vivent le plus souvent dans des conditions très difficiles. Des journalistes de la chaîne américaine CNN ont réussi à filmer en caméra cachée une vente d'êtres humains en Libye. Les migrants y seraient vendus comme esclaves à environ 400 €, un peu plus de 260 000 francs CFA. Une fois vendus, ils travaillent dans les fermes, les champs ou encore les domiciles sans salaire ni soins. Situation confuse au Zimbabwe, le président Robert Mugabe est toujours assigné à résidence. L'armée est déployée dans Harare et encercle les principaux bâtiments officiels. La communauté internationale multiplie les appels au respect de l'ordre constitutionnel. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi et à demain pour un autre 20h sur RTI1.